Bien. Eh bien, pour changer et pour ne pas le faire à la fin, je vous propose de commencer en remerciant tous les membres de l'équipe de transmutation sauf moi et surtout Stanislas pour l'incroyable travail de préparation de cette journée et son travail pendant la journée. Merci Stani. Merci pour lui et pour les autres membres. J'en prends un petit peu pour moi aussi au passage. Okay. Alors, à la pause, là, juste avant la reprise, l'un ou l'autre d'entre vous m'ont dit « Fantastique journée, c'était passionnant, mais ça va dans tous les sens. On se demande vraiment comment tu vas faire les conclusions. » Eh bien, je me le demande aussi. Non, allez, j'ai quand même quelques idées. Il y a quelques années, Transmutation a introduit le sujet, disons, du climat. Je vais employer dans les conclusions le mot climat, climatique, d'une manière générique pour faire simple. Donc, il y a quelques années, Transmutation a introduit le sujet du climat dans ses réflexions. Je pense que c'était l'année où le titre était « Mutation ou effondrement ». Voilà. Et cela, à l'époque, avait suscité des réactions, pas toujours positives, chez certains d'entre vous. Aujourd'hui, Sobriété et innovation, le titre ne fait aucunement en fait allusion au climat, mais presque tous les exposés ont tourné autour de cette question climatique. Ça prouve qu'il y a une incroyable progression de ce problème, mais aussi une très grande progression dans la prise de conscience de ce problème. Il faut toujours essayer de voir le positif. Laurent Hublet, quand il a parlé, a dit qu'il se mettait dans la posture du soignant, cherchant à mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. J'aime bien cette expression. Eh bien, on peut en effet commencer par une discussion sur les mots MOTS. Vous savez que j'aime bien ça. Donc, dans son introduction, Stanislas a dit que sobriété était un mot dont l'étymologie était discutée. Je ne vais pas en discuter ici, mais ce n'est donc pas étonnant qu'il y ait des compréhensions différentes et des attitudes différentes sur ce sujet. Innovation aussi, c'est un mot difficile. Un orateur de transmutation, Luc de Brabander, il y a quelques années, vous le savez, attire souvent l'attention sur la différence entre innovation et créativité. Il y en a parmi vous qui connaissent bien ce sujet. À transmutation, nous essayons de proposer des titres avec des mots sujets à discussion. On pourrait d'ailleurs passer la journée rien qu'avec ça. Notons d'ailleurs que la discussion sur les mots, MOTS, est souvent exploité par ceux qui ne veulent ni avancer ni changer. Bon, il n'y a pas de consensus sur les termes du titre, sobriété et innovation. Il n'y a d'ailleurs pas de consensus non plus sur l'écologie, comme le rappelle le livre de François Gemène. Timothée Paric a commencé par une critique directe de ces deux termes, donc sobriété et innovation, qu'il a qualifié de désuet, dilué et même de ramolli. Et il remplace innovation par ex-novation et sobriété par suffisance. Donc nous aurions dû choisir comme titre suffisance et ex-novation. Laurent a dit que la sobriété n'est pas un projet de société et qu'il faut parler de courage plutôt que de sobriété. Nous aurions dû choisir courage et innovation. Tout un programme. Eva Sadoun a dit qu'elle ne s'inscrivait pas dans cette dichotomie. Bon, c'est à croire que l'équipe de transmutation n'avait vraiment pas bien choisi le thème de cette année. Pourtant, vous êtes tous venus. Et nous allons donc finir par croire à transmutation que vous ne venez en fait pas pour le thème. Mais comme le dit Fabrice Bonifay, quand on est invité, on y va. Derrière les mots MOTS, il y a des concepts. Timothée Paric a dit en passant, chaque concept a une date de péremption. Croyez-moi, Platon ne serait sûrement pas d'accord avec ça. Mais bon, peu importe, derrière les mots, il y a des concepts, des idées, des approches parfois assez différentes. Mais heureusement, il y a aussi des éléments communs. François Gemène a commencé en brossant le contexte général, en faisant les constats et en proposant 3 mesures, 3 pistes de solutions. Des mesures à court terme parce que le long terme ne mobilise pas vraiment. Le court terme permet des quick wins, comme on dit dans les affaires, et balise le chemin vers l'horizon. C'est une idée intéressante, ça. Enfin, les autres aussi. Deuxièmement, il faut s'appuyer davantage sur des minorités plutôt qu'essayer de convaincre la majorité. Et troisièmement, transformer la contrainte en projet. C'était ces 3 pistes. Les propositions de Laurent sur les villes
et en particulier Bruxelles, puisque c'était l'exemple qu'il prenait, peuvent s'inscrire dans ces mesures court terme évoquées par François. Donc les propositions sur la ville rejointes d'ailleurs par des propos de Fabrice Bonifay qui a parlé de déminéralisation de la ville, de verdurisation. Donc il y avait un grand parallèle entre Laurent et Fabrice. Les liens à développer entre politiques et activistes évoqués presque en passant par Eva, alors que c'est un sujet très, très important, rejoignent la deuxième piste de François Gemène. Et la nécessité du récit évoqué par Fabrice, puis par Anne Fleur et Jules à l'instant, rejoint la troisième piste de François. François Gemène a dit que nous avons une vision trop floue de ce vers quoi nous voulons aller. Voulons-nous un avenir techno-futuriste ? Voulons-nous un avenir janséniste, c'est le mot qu'il a employé pour parler de sobriété en fait, ou un avenir écolo-bobo, C'était ses expressions, et il a dit qu'il était important de dessiner les contours du futur. C'est là qu'arrive Timothée Paric, qui nous parle de décroissance et d'exnovation. On voit tout de suite qu'il y a une petite différence entre l'approche de François Gemène et celle de Timothée. On l'a entendu dans l'exposé, et encore mieux dans les questions et réponses. Quand François a interrogé Timothée sur l'applicabilité de son modèle, on a bien senti qu'il y avait comme une petite divergence. Et d'ailleurs, Timothée a commencé par répondre en disant qu'il n'avait capté qu'un mot sur 10 de la question, avant une rupture de réseau quasiment providentielle. Donc, j'interprète un peu, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Je résume un peu. Eva Sadoun, quant à elle, a dit qu'il fallait sortir du contrat libéral et inventer l'économie de demain, réinventer l'économie, procéder à un reset anthropologique, rien de moins, déployer l'économie du care, de nouveau la métaphore du soignant, et de la sollicitude, changer d'indicateur, intégrer le développement humain comme une ressource dans les indicateurs, ce qui rejoint François Gemène, et aussi des interventions précédentes à transmutation, par exemple, de Dominique Méda, il y a quelques années. Cette métaphore du soignant, filée par Laurent et Eva, c'est quelque chose de très intéressant. Au fond, ici, aujourd'hui, entre nous, il semble y avoir un accord assez partagé sur le diagnostic. C'est déjà peut-être un peu moins partagé sur le traitement. Et c'est encore moins clair sur la mise en œuvre. Après tout, il ne suffit pas de donner une prescription à quelqu'un pour qu'il guérisse, vous savez ça. Donc c'est encore moins clair sur la mise en œuvre, notamment parce qu'il reste très très peu de temps pour agir. Arrive alors Fabrice Bonifay qui commence son exposé en disant comment on fait autrement. Donc il essaye de venir avec vraiment des pistes pratico-pratiques. Il dit qu'il y en a 40 dans son livre consacré aux entreprises. Et c'est vrai qu'il a brossé un catalogue de solutions, baisser le besoin en bâtiment en intensifiant l'usage, développer l'autoproduction d'énergie des bâtiments, la régulation de la consommation pour éviter les pics de consommation, construire des bâtiments en banque de matériaux, intégrer l'électromobilité partagée, développer la conception biomimétique du bâtiment, réorganiser le travail par typologie des tâches, et en physital, j'ai appris un nouveau mot, MOT, c'est-à-dire une alternance de présentiel et de distanciel au travail, le physital, donc physique et digital. Ce n'est pas encore dans le dictionnaire, ça ne saurait tarder. Au fond, c'est assez intéressant cette histoire-là, quand on y réfléchit. Donc avant, tout le monde travaillait dans un bureau. Et puis alors, on a pensé qu'on ne contrôlait pas suffisamment ce que chacun y faisait. Et alors, on a mis chacun dans des open space pour mieux les contrôler. Et puis, on a fait le constat que c'était grandement inefficace, l'open space, et maintenant, on retourne au bureau pour que, je reprends les termes de Fabrice Bonifay, chacun puisse y faire ce qu'il veut, y manger et même y faire des micro-siestes. C'est vraiment... L'histoire est un éternel recommencement. Ça me fait penser à l'histoire d'un professeur d'université belge, d'une université belge francophone, je ne dirais ni qui ni quelle université, qui raconte que lorsqu'il a été nommé à l'université, la première chose qu'il a demandé, c'est qu'on installe un lit dans son bureau. Ce qui est incroyable, c'est qu'il l'a obtenu. Il avait demandé un lit dans son bureau parce que, dit-il, c'est couché et en se reposant que les idées lui venaient le mieux. Il a obtenu le lit, il est devenu prix Nobel. C'est pas sûr qu'il serait devenu prix Nobel s'il avait dû travailler en open space, entre nous. L'enjeu climatique qui a
traversé un peu tous les exposés jusqu'à ce moment-là, jusqu'à celui de Fabrice Bonifay inclus. C'est un enjeu complexe, énorme, multidimensionnel, urgent, qui révèle tous les défauts de nos sociétés, qui en révèle aussi les qualités, parce que pour répondre à cet enjeu, on doit faire appel à de l'innovation, de la technologie, et ça, ce sont quand même des qualités de nos sociétés. Mais la difficulté demeure d'embarquer tout le monde sans laisser personne au bord de la route. Il faut du récit, il faut de l'émotion, de l'appel à l'émotion. Il faut moins de biens mais plus de liens, expression de Fabrice, expression de Eva aussi. Et ça introduisait vraiment les derniers exposés de la journée, comme l'a très bien expliqué Salomé, qui a dit que ces derniers exposés faisaient la transition avec le sien. Salomé a montré qu'il y a des pratiques inspirantes de communautés cherchant ensemble le chemin de la justice réparatrice. Cela dépasse largement la question du climat, naturellement. Et ça touche au fondement même de notre société et aux manières avec lesquelles nous traitons ou devrions traiter les questions d'injustice et d'inégalité, dont la question climatique n'est qu'un révélateur. L'exposé de Salomé montre l'importance du dialogue et la force du collectif. Et nous aurons besoin de cela, l'importance du dialogue et la force du collectif, pour construire le futur quel qu'il soit, au moyen d'un récit collectif dans lequel chacun pourra trouver sa place. Avec Anne Fleur et Jules Enfin, on a fini avec des jeunes, et ce n'est peut-être pas tout à fait innocent de souligner cela, et on est revenu à la dimension du récit ou à la nécessité d'un récit. Anne Fleur et Jules sont revenus aux deux termes sobriété et innovation. Après toutes les remises en question de ces termes pendant la journée, cela rassure un peu l'équipe de transmutation. Anne Fleur et Jules, et derrière vous, tous les jeunes qui s'engagent. Et il y en a beaucoup dans la salle ici aujourd'hui. Vous nous donnez confiance en l'avenir. Merci à vous. Jules a dit, nous sommes une génération qui n'a pas d'autre choix que la régénération. C'est vrai, mais c'est terrible d'entendre cela. Comment pourrions-nous rester insensibles à un jeune qui nous dit « Nous n'avons pas d'autre choix que ». Et cela m'amène à la conclusion de ma conclusion. Dans une journée de transmutation, il y a des moments profonds et il y a des moments plus légers, comme dans les conclusions d'ailleurs. Chacun vient expliquer, avec son background, avec ses expériences, avec ses compétences et avec ses mots MOTS, comment il voit les choses, comment il voit nos mots MAUX. L'important pour nous est de ne pas prendre ces propos comme des solutions toutes faites que nous n'aurions plus qu'à mettre en œuvre, parce qu'alors, nous pourrions être parfois déçus. Transmutation, ce n'est pas un catalogue de solutions. Transmutation, c'est un catalogue de réflexions dans lesquelles chacun de nous peut trouver des éléments de solution à sa mesure. On a fini avec la question du récit. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut un récit mobilisateur. Mais le danger est que nous demeurions passifs en attente d'un récit qu'on nous proposerait. Un récit tout fait, préparé ailleurs, au fond. De qui attendons-nous ce fameux récit mobilisateur? Peut-être est-ce à chacun de nous, individuellement ou en communauté, comme évoqué par Salomé, de construire le récit dont il a besoin. Personnellement, et ceci n'engage que moi, assurer un avenir à nos enfants et petits-enfants. Assumer non pas une obligation, mais un simple devoir moral envers eux, est un récit suffisamment puissant pour me mobiliser. Je vous invite à ne pas attendre qu'un récit vous soit proposé, mais à réfléchir à et à proposer vous-même le récit susceptible de vous mobiliser. Merci à tous.
Tu nous as dit, Bernard, que les participants ne viennent pas pour le thème, mais une chose dont je suis convaincu, c'est qu'ils viennent pour tes conclusions. Merci beaucoup. Voilà, ceci clôture cette nouvelle rencontre. Rendez-vous à l'année prochaine et d'ici là, vous avez un cocktail qui vous attend et on passera à table vers 7h30. Voilà, tous, bonne soirée.